Depuis 2023, j'ai investi presque 8 000 € sur la première brique, soit environ 300 € par mois. 100 € par projet, donc environ 3 projets par mois. J'étais convaincu, des bons rendements, des garanties solides, peu de retard, aucun défaut. C'était simple et efficace. Mais en octobre dernier, j'ai pris la décision de tout arrêter. Et depuis, j'essaye désespérément de récupérer mon argent. Et franchement, je commence à douter de revoir l'intégralité de mon capital un jour. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter la première brique après plus de 2 ans d'utilisation, ce que j'en retiens, ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer et comment j'investis maintenant. Moi, c'est Albert, je suis un étudiant français en informatique en Suisse passionné de finance. Et sur cette chaîne, j'utilise mes connaissances en informatique et en analyse de données pour décortiquer les grands sujets financiers et t'aider à faire de meilleurs investissements. Ce genre d'analyse me prend pas mal de temps à préparer, alors si ça te plaît, pense à t'abonner pour soutenir le projet. Avant de vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter la première brique, c'est quoi la première brique? La première brique, c'est une plateforme française de crowdfunding immobilier qui te permet d'investir sur des projets immobiliers dès 1 euro en prêtant de l'argent à des promoteurs ou à des marchands de biens. En échange, tu touches des intérêts, souvent de 10 à 12% par an, qui sont généralement payés à la fin quand le projet est bouclé. Les projets de la plateforme sont variés, il y a de l'achat-revente, de la rénovation, de la division foncière, et en général on est sur des durées d'environ 6 à 24 mois. Et ce qui rend la plateforme vraiment très accessible, c'est son ticket d'entrée très bas à 1 euro, alors que sur d'autres plateformes comme Clubfunding par exemple, ça peut monter à plusieurs milliers d'euros à investir sur chaque projet. Donc forcément, ça limite les gens qui ont un petit portefeuille. Et aussi une autre particularité très intéressante, c'est du côté des investisseurs, il y a zéro frais, que ce soit pour investir sur un projet, pour entrer, pour sortir. Alors que sur beaucoup de plateformes, pour retirer l'argent de la plateforme, il y a des frais. Par exemple, sur Brix, vous avez le droit à 1 ou 2 retraits par an, et ensuite il faut payer pour chaque retrait. Alors qu'ici, tout est gratuit et tout est pris en charge par les porteurs de projets. Sinon, d'un point de vue réglementaire, la première brique, c'est régulé comme à peu près la majorité des grands acteurs dans le domaine du crowdfunding immobilier. C'est régulé par l'AMF avec l'accréditation PSFP, donc prestataire de services de financement participatif, ce qui montre que oui, c'est quand même un acteur assez sérieux. Et sinon, depuis sa création, la plateforme a proposé plus de 660 projets avec des montants de récolte qui dépassent les 250 millions d'euros, donc c'est quand même assez conséquent. Et elle affiche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un rendement moyen d'environ 11%, ce qui est quand même très attractif par rapport à d'autres placements plus traditionnels, comme les SCPI, mais en ayant quand même une partie de sécurité liée à l'immobilier, même si c'est une sécurité un peu différente. Et maintenant que je vous ai présenté un peu la plateforme, je vais vous expliquer pourquoi j'avais commencé à investir dessus en 2023, et ensuite je vous expliquerai les raisons de mon arrêt. Alors déjà, j'avais commencé à investir forcément, vous vous en doutez, parce que les rendements élevés étaient vraiment très attractifs. 11% par an, c'est vraiment pas mal, surtout dans le domaine de l'immobilier. Et c'est aussi un deuxième point qui m'a intéressé, les garanties qu'on pouvait avoir. Si par exemple un porteur de projet ne faisait pas bien son travail, et ben dans certains cas, si jamais on avait les garanties nécessaires, on pouvait récupérer le bien, et des fois le bien avait une valeur plus importante que ce qu'on avait prêté, et forcément la situation est assez intéressante, mais c'est vrai qu'il fallait quand même faire attention à choisir les projets qui avaient les bonnes garanties. Et d'ailleurs, un autre avantage, c'est comme la plateforme est assez grosse, assez connue, il y avait pas mal de youtubeurs qui faisaient des analyses des projets, et il y en a toujours qui en font d'ailleurs, et ça permettait quand même pas mal de préfiltrer les projets, et de rentrer vraiment en détail que dans les projets qui nous intéressent, ou alors ne pas rentrer dans les détails si on veut pas, mais à nos risques et périls. Mais c'est quand même un côté que j'appréciais beaucoup de voir qu'on n'était pas les seuls à investir dans les projets, et que quelqu'un avait fait l'analyse, et qui pouvait nous aider, nous aiguiller dans nos décisions potentiellement. Ensuite, une autre raison pour laquelle j'avais commencé à investir, c'est simplement qu'il n'y a eu aucun défaut définitif sur la plateforme, et c'est toujours le cas d'ailleurs, même si vous verrez que c'est un petit peu mitigé. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a rassuré de me dire que, pour l'instant, en tout cas en 2023, il n'y a aucun projet qui avait fait perdre de l'argent à ses investisseurs, et ça c'est quand même très intéressant et assez rassurant. Et enfin, la dernière raison qui m'a fait me lancer sur la première brique, c'est parce que je voulais commencer à avoir une exposition à l'immobilier, parce qu'à ce moment-là, j'étais investi seulement en bourse et en crypto, et je voulais potentiellement avoir une exposition en immobilier, même si c'est vrai que c'est pas la même chose qu'investir dans un bien locatif. De toute façon, à ce moment-là, j'étais encore étudiant et je suis toujours d'ailleurs, et donc j'avais pas la possibilité d'être diversifié sur l'immobilier, en tout cas avec un rendement aussi intéressant. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai commencé à partir de janvier 2023 à investir sur la première brique. La valeur maximale atteinte par mon portefeuille sur la première brique, c'est 7 800 €, et en tout, j'ai investi sur un total de 61 projets, dont 39 qui sont encore en cours et dont j'attends le bouclement. Et j'ai pour l'instant été payé 654 € en intérêt, ce qui fait un rendement moyen de 12,6%. Je vous avais dit tout à l'heure que c'était 11%, mais à un moment, il y avait un code bonus, donc c'est pour ça que je touchais un petit peu plus. Et apparemment, je suis encore en attente de 1338 € d'intérêt et les presque 6 000 € que j'ai en investissement en cours. Et si on regarde les premières souscriptions que j'ai fait à des projets, vous voyez qu'au début, j'investissais toujours 100 € pile poil sur chaque projet. Et maintenant, si on regarde les projets plutôt à la fin de mon investissement, c'était en septembre 2024. Vous voyez que là, les sommes sont beaucoup plus élevées. On est à par exemple presque 300 € sur un projet, puis 480, puis 350, puis 380. Vous voyez qu'on a complètement changé d'échelle et c'est lié à un des gros défauts que j'ai trouvé sur cette plateforme. Alors maintenant que je vais vous donner tous les avantages de la plateforme, peut-être que je vous ai convaincu d'acheter, mais attendez, restez encore 5 minutes, regardez les arguments que j'ai qui expliquent pourquoi j'ai décidé de quitter la plateforme. Alors la première raison qui explique que j'ai quitté la plateforme, c'est le manque de liquidité. Même si quand on se prépare à investir sur le très long terme, moi j'ai pas prévu de retirer mes investissements avant 10, 20, 30 ans, le manque de liquidité me pose quand même problème parce que j'ai quand même envie d'être libre de pouvoir réallouer mon argent et c'est vraiment tellement plus pratique en bourse quand on peut juste acheter et vendre des actions comme on le veut, même si on le fait pas forcément, juste avoir la possibilité de le faire, ça apporte beaucoup de sérénité et je trouve ça vraiment très dérangeant de pas pouvoir vendre
Surtout qu'au moment où on veut vendre, en général, c'est quand ça va mal. Et quand ça va mal, les projets ralentissent, sont complètement à l'arrêt. Et donc, c'est de pire en pire et c'est un cercle vicieux. Alors que si on pouvait juste sortir, on pourrait limiter les dégâts et passer à autre chose. Ensuite, deuxième raison de mon arrêt, c'est que les retards sur la plateforme étaient de plus en plus fréquents. Quand j'ai commencé, il y avait quasiment aucun retard et aucune perte définitive, ça c'est toujours le cas, mais les retards commencent quand même à s'accumuler. Par exemple, sur les 39 projets que j'ai encore en cours, il y en a 14 qui sont en retard, et je pense potentiellement certains qui vont m'apporter des pertes définitives, même si j'ai essayé de faire attention de prendre des projets avec des bonnes garanties. Et même si on pourrait se dire que le moment où il y a des problèmes, c'est justement là qu'il faut acheter, le fait que ce soit aussi combiné à un manque de liquidité, ça fait que j'ai pas envie forcément de réinvestir dedans, maintenant que je connais les limites de l'investissement, et donc ça me donne pas envie de réinvestir dessus. Ensuite, un autre truc qui m'a dérangé, c'est que les projets vraiment très intéressants, ils partaient hyper vite sur la plateforme, en quelques secondes c'était bouclé, alors que les projets plus risqués, eux, restaient longtemps, et donc si jamais on n'était pas là pile poil au moment où il fallait investir, par exemple c'était je crois tous les jours à 10 heures, si on n'était pas là à 10 heures, on pouvait pas investir sur les meilleurs projets, et si jamais on a envie d'investir sur la plateforme, on devait se rabattre sur les moins bons projets, et forcément plus de risques, des moins bonnes garanties, et c'est pas forcément ce que je recherchais. Aussi, c'est peut-être quelque chose qui est personnel, mais je sais pas vous, je préfère investir sur des plus petits projets, parce que je me dis qu'un porteur de projet, si on lui a prêté 100 000 euros, même si les garanties sont pas forcément incroyables, il devrait pouvoir se débrouiller pour sortir les 100 000 euros, alors que si jamais c'est un projet à 1 ou 2 ou plusieurs millions d'euros, là, si vous n'avez pas des garanties exceptionnelles, c'est compliqué de récupérer votre argent, et surtout que les gros projets comme ça, c'est souvent des projets un peu atypiques, par exemple des hôtels, des choses comme ça, qui sont assez durs à estimer et à vendre, et ça rend ces projets un peu moins intéressants, mais donc aussi ils restaient plus longtemps sur la plateforme, et les petits projets à quelques centaines de milliers d'euros seulement, qui avaient des bonnes garanties, ils partaient instantanément, et si on n'est pas là à 10 heures pile, et ben on peut pas accéder à ces petits projets, et on se retrouve avec des gros projets avec des garanties moins bonnes, et forcément c'est beaucoup moins intéressant. Ensuite, une autre raison, et peut-être la plus grosse raison pour laquelle j'ai arrêté d'investir sur la plateforme, c'est vraiment la charge mentale des réinvestissements et de devoir gérer les liquidités en attente. Je vous explique. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au début quand j'investissais 100 euros par projet sur chaque projet qui m'intéressait, et tout allait bien, mais quand je vous ai montré à la fin, j'investissais plutôt plusieurs centaines d'euros à chaque fois sur chaque projet. Et ça, c'est simplement parce qu'à chaque fois, je recevais le capital et les intérêts d'autres projets qui se terminaient et je devais les réinvestir. Vous vous dites que c'est bien parce qu'il y a de plus en plus d'argent à investir, mais le problème, c'est que sur le mois d'août, par exemple, j'ai reçu 1000 euros de capitaux d'anciens projets et un peu d'intérêt aussi. Et donc, ça veut dire qu'au lieu d'investir mes 300 euros par mois, comme je fais d'habitude, je devais investir 1400 euros. Et c'est une manière complètement différente d'investir. Et forcément, là, je peux pas investir 100 euros par projet, sinon je vais avoir mes liquidités en attente et c'est pas du tout ce que je veux. Donc ça veut dire que plus le temps passait, c'est pas que j'avais de plus en plus de projets sur lesquels j'investissais, c'était le cas au début. Au début, j'investissais et je recevais aucun remboursement, donc mon nombre de projets augmentait rapidement. Sauf qu'au bout d'un moment, on atteint un cycle de croisière où on reçoit les remboursements des anciens projets. Et les nouveaux projets, il n'y en a pas des quantités infinies qui sont intéressants et qui ont des bonnes garanties et qui n'ont pas un volume trop gros, etc. Ce qui fait qu'il faut sans cesse augmenter la mise qu'on met sur chaque projet. Et c'était quelque chose qui me mettait pas trop à l'aise. Ce qui fait que j'avais le choix soit entre avoir des grosses liquidités sur mon compte ou alors investir plusieurs centaines d'euros sur chaque projet, sur chaque porteur de projet. Et au début, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à mettre de plus en plus sur chaque projet. Mais à un moment, j'avais pas envie de mettre plusieurs milliers d'euros sur chaque projet. C'était ridicule. Et du coup, c'est, je pense, la raison principale pour laquelle j'ai décidé d'arrêter d'investir sur la première brique. L'avant-dernière raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter, c'est que parfois, il pouvait y avoir un désalignement d'intérêts entre les porteurs de projets et les investisseurs. Là, vous dites que non, chacun a envie que le projet se passe bien, que les intérêts soient bien payés, que la maison soit bien vendue, etc. Mais le truc, c'est que pour les investisseurs, le mieux, c'est que le projet se passe bien, mais quand même qu'il aille à l'échéance de la durée de prêt qu'on a décidé en avance. Parce que, d'un côté, si le projet est en retard et qu'il y a des problèmes, on risque de perdre de l'argent, et ça, on n'a pas du tout envie de ça quand on est investisseur. Mais de l'autre côté, si le projet est trop court, par exemple, le porteur de projet est trop bon, il arrive à déboucler le truc trop rapidement, et du coup on a prêté pour un mois, on s'est embêté à se connecter à 10 heures, à passer 5 minutes à faire le paiement, tout ça pour être payé pendant un mois et recevoir 2 euros d'intérêt, et surtout qu'il y a une période entre le moment où vous souscrivez et le moment où vous commencez à toucher des intérêts. Donc si ensuite la période pendant laquelle vous touchez l'intérêt est très courte, bah c'est pas forcément intéressant. J'ai le souvenir d'un porteur de projet qui était très fort comme ça, donc forcément il avait toujours des garanties exceptionnelles et on pouvait lui faire confiance, mais le truc c'est qu'il bouclait le projet en 1 ou 2 mois et du coup tu reçois quelques euros d'intérêt et c'est pas hyper intéressant. Donc c'est là que je vois un peu un désalignement. L'investisseur il veut que le projet se passe bien, mais pas exceptionnellement bien, mais pas mal non plus. C'est une position un peu délicate et un désalignement un peu des intérêts entre le porteur de projet et l'investisseur. Et enfin, la dernière raison pour laquelle j'ai décidé de plus investir sur la première brique, c'est que j'ai commencé à investir sur Realty. Si vous savez pas, c'est une plateforme d'immobilier fractionné. Donc, au lieu d'investir comme dans la première brique dans des porteurs de projet qui vont réaliser le projet, puis vous payer des intérêts,
Là, c'est pas un prêt, vous êtes propriétaire d'une partie des biens. Donc c'est comme si la première brique c'était des obligations et Realty c'est plutôt du côté des actions. Ce qui fait qu'avec Realty, j'ai une exposition sur le marché immobilier, même si c'est une exposition un peu différente. Je préfère largement Realty, notamment parce que contrairement à la première brique, il n'y a pas forcément sans cesse besoin de réinvestir le capital qu'on a déjà investi. Même si on doit réinvestir les loyers qu'on reçoit, ça va, c'est pas trop problématique, c'est pas des montants aussi importants. Et surtout que Realty a un système en place de réinvestissement automatique dans des nouvelles propriétés, chose que la première brique n'a pas. Et donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'arrêter d'investir sur la première brique. Il me reste encore à peu près 6 000 € à récupérer. J'espère que je pourrai voir leur couleur un jour, mais c'est là que je me rends compte vraiment que l'illiquidité, c'est un gros problème parce que si jamais je les avais investis en bourse, ces 6 000 €, je pourrais juste les retirer et il n'y a plus de questions à se poser. Alors qu'ici, je dois vraiment attendre que les projets soient finis, que potentiellement il y a des démarches juridiques à faire, et ça va prendre encore plusieurs années, je pense. Donc c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à envoyer la vidéo à un ami qui pense investir sur la première brique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Si tu veux comprendre pourquoi certains ETF ne collent pas à l'indice qu'ils sont censés suivre et est-ce qu'il faut se protéger de ce risque, alors clique sur cette vidéo. Sinon, abonne-toi.